you very much for... Merci beaucoup de m'avoir invité, Elga. C'est un grand honneur pour moi d'être ici en Allemagne pour parler des BRICS. Comme vous le savez, le nom BRICS a été trouvé par un Américain en 2002, et ce n'est qu'en 2009, au moment de l'éclatement de la crise globale, que les pays en question, le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud a rejoint plus tard. Mais ces pays se sont réunis et aujourd'hui, nous avons une nouvelle catégorie de pays en voie d'émergence. Aujourd'hui, l'Inde est peut-être moins importante que la Chine ou la Russie, mais elle sera très importante à l'avenir. Le pouvoir des BRICS est basé sur son potentiel plutôt que sur les identités en commun. Yeah. Today, China... Aujourd'hui, quelle est l'importance des BRICS? La Chine est la plus grande économie en termes du pouvoir d'achat et l'Inde est la troisième économie. Ils ont 26% de la masse terrestre, 18% du commerce mondial et peut-être 11 000 milliards de dollars de PIB. Certains disent plus, et 46% de la population mondiale. Donc, vous voyez bien quelle importance ces pays pris ensemble représentent déjà aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que les pouvoirs occidentaux ont un peu peur des BRICS et ils parlent toujours de la désintégration des BRICS. Mais ce ne sera pas le cas. Now, what does the BRICS stand for? It stands to bring Ce que les BRICS espèrent obtenir est un monde multipolaire. Depuis longtemps, nous avons un monde unipolaire où un seul ensemble de pays domine les autres. Les pays développés dominent les pays en voie de développement. Et nous avons cette domination a perduré pendant très longtemps. C'est le moment de changer. Les BRICS veulent établir leur propre banque, la nouvelle banque de développement. Ils veulent changer la Banque mondiale et je ne pense pas qu'on puisse abolir les autres institutions, mais on va les compléter. Et ils vont répondre plus particulièrement aux besoins des pays en voie de développement. Puis ces pays cherchent la coopération entre eux dans différents domaines de développement et de sécurité. What's happened? No, sorry. Maybe yeah. I don't know how it works, but anyway. Elle ne sait pas trop comment faire avec les diapos. Elle dit, comme je viens de l'Inde, je veux parler des problèmes que nous avons eus pour obtenir des prêts du FMI. Parce que l'Inde est un vaste pays. Depuis 1947, nous sommes indépendants. Nous avons eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de turbulences. Et en 1991, l'Inde était en banqueroute. Elle s'est tournée vers le Fonds monétaire international. Et ceci est vrai pour tous les pays en voie de développement. Le FMI a attaché des conditions à ces prêts. Et nous ne pouvions pas poursuivre notre développement comme nous le souhaitions. Donc, nous avons introduit des réformes, entre guillemets, et cela est revenu à permettre au gouvernement de faire ce qu'il voulait avec les pauvres, avec les subventions. Le gouvernement pouvait décider des dépenses et le pays a été ouvert à l'extérieur. Il y avait énormément d'investissements étrangers qui sont entrés dans le pays. Mais qui en a profité vraiment de cette ouverture?
les gens avec les qualifications, avec de l'argent, avec des connexions, mais pas les pauvres. Et en fait, on a créé 2 Indes. Aujourd'hui, nous avons une quantité immense d'argent, une très grande classe moyenne. On a 10 multimillionnaires, milliardaires. On a 42 000 millionnaires. Mais il y a 300 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Donc, on a affaire à 2 Indes à cause de ces conditions, à cause de ces restrictions que le FMI nous a imposées pour pouvoir poursuivre notre développement. Now, I think, reforms impact. I just told you. L'impact des réformes sur l'Inde. Je viens de vous dire qu'il y a eu beaucoup de corruption suite à ces réformes de marché, à cette ouverture, parce qu'on n'avait pas de système de poids et de contrepoids. Les réformes n'ont jamais été vraiment complétées. On a beaucoup mis l'accent sur les exportations. On voulait exporter. Puis, au nom de cela, on a créé des zones de protection des exportations qui revenaient en fait à exproprier les terres des paysans pour la production destinée à l'exportation. Et on a ouvert le secteur minier aux multinationales. La population tribale dans le centre de l'Inde, il n'y a que des tribus, mais c'est très riche en minéraux aussi. Donc, les multinationales sont arrivées et ils ont déplacé les populations tribales. Et il n'avait plus qu'à prendre les armes pour essayer de se défendre. Et donc, nous avons aujourd'hui la lutte armée. C'est le mouvement Naxal et ça représente la plus grande menace interne pour l'Inde. Aujourd'hui, nous avons un nouveau Premier ministre. Nous avions le même gouvernement plus ou moins pendant 40 ans. Peut-être un nouveau parti de temps en temps. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est Narendra Modi et il s'est donné pour objectif un nouvel agenda où il veut nettoyer l'Inde, il veut se rapprocher des BRICS, il veut sa propre banque de développement ensemble avec les autres pays des BRICS. Nous ne voulons plus de la domination du monde unipolaire ou du monde occidental ou quel que soit son nom qui nous méprise et qui veulent nous dominer. Et voilà ce qu'il fait. Il ouvre aussi des comptes bancaires pour les pauvres. C'est une des raisons pour lesquelles l'Inde n'a pas pu donner des subventions directes aux pauvres parce que ces pauvres n'ont pas de compte bancaire. Donc, il s'est donné pour objectif d'ouvrir un compte bancaire pour chacun pour que les paysans reçoivent directement leurs subventions au lieu de faire passer par d'autres canaux comme les subventions aux engrais, etc. Et Narendra Modi s'est dit opposé pour cette raison à l'Organisation mondiale du commerce. Il a dit l'Inde a besoin de sécurité alimentaire. Nous allons distribuer nos subventions comme nous l'entendons. Nous ne pouvons pas nous le dicter. Et je pense qu'il a raison. Pour un pays pauvre, il faut avoir la sécurité alimentaire. Et après, on peut parler d'accords de commerce internationaux. Il a aussi dit, OK, nous ne voulons plus d'investissement étranger direct dans le commerce au détail parce que ce marché en Inde est énorme. C'est 500 milliards de dollars dans le commerce au détail. Et les petits commerçants doivent travailler au sein de ce système. Et lorsque Walmart vient ou une autre grande chaîne alimentaire, ils vont tous se retrouver à la rue. Donc, il veut changer tout ce paradigme. Et puis, il y a aussi une loi d'acquisition des terres pour
donner de l'argent aux populations déplacées qui pourront apprendre de nouvelles qualifications, qu'ils auront de quoi recommencer une vie. C'est pour ça que cette loi va être adoptée. Et les femmes, je suis sûre que vous avez tous lu des choses négatives à propos de l'Inde avec des viols, etc. Et tout ça, c'est à mettre sur le compte de la mondialisation. Les jeunes, sans travail, ont des aspirations. Il y a d'autres hommes qui sont patriarques dans leur attitude. Donc, c'est dans ce contexte que c'est très important que Modi a promis de trouver des emplois pour tous et de faire rentrer les femmes dans la force de travail. Alors que maintenant, elles ont plutôt tendance à rester à la maison pour s'occuper du foyer. Maintenant, je reviens à la nouvelle banque de développement. Modi a été au Brésil et comme vous le savez, au Brésil, Development Bank was set up, and that the headquarter will be in Shanghai, and the governor will be Indian, and the chairman of the board of governors will be a Russian, and Oh mince, pardon. Le BRICS a été créé donc en juillet au Brésil. Et il va y avoir, le siège sera à Shanghai, il y aura des gouverneurs, des postes importants pour tous les pays. Et tous ces pays des BRICS, des pays immenses, avaient très peu de droits de vote au Fonds monétaire international. Et la FMI a promis une réforme pour mieux les représenter, mais ça n'a jamais avancé parce que le Congrès américain a refusé de ratifier l'accord pour la réforme des droits de vote. Donc nous aurons dans cette banque un fonctionnement très démocratique. Il y aura un fonds de contingence auquel la Chine contribue 41 milliards, la Russie, le Brésil et l'Inde 18 millions et l'Afrique du Sud, qui est bien plus petit, 5 milliards. Maintenant, on ne veut pas remplacer la Banque mondiale, la Banque de développement asiatique. Non, cette NDB aura un rôle complémentaire à jouer. Les BRICS auront leur propre politique monétaire. Enfin, jusqu'à présent, à chaque fois que les États-Unis changeaient leur politique monétaire, l'assouplissement quantitatif et autres, il y a des turbulences dans les marchés. Et c'est le chaos sur nos monnaies et sur nos pays. Et puis, dès qu'une nouvelle politique est annoncée, tout cet argent repart et retiré de l'Inde ou de la Chine pour se réinvestir aux États-Unis. Et donc, la valeur de la roupie change constamment. Mais avec ce fonds de contingence, on pourra y parer. Parce que si un des pays est à court d'argent, parce que la Banque de l'Inde, par exemple, doit financer les roupies pour stabiliser la monnaie. Et maintenant, nous pourrons nous adresser à la Banque des BRICS pour assurer stabilité. Et ça permettra aussi de réduire la volatilité. Et la NDB aura un plus grand effet de levier. Maintenant, d'autres pays sont les bienvenus s'ils veulent rejoindre la banque, mais les pays des BRICS maintiendront toujours 55% du contrôle. Maintenant, l'agenda des BRICS. It will be bringing about cooperation. Ils cherchent à assurer la coopération dans la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'urbanisation, l'énergie propre, l'eau. Et le plus important de tout sera la transformation de l'infrastructure. L'infrastructure dans les pays des BRICS n'est pas bonne pour l'instant. Comme vous le savez, comme la presse ici le répète,
le niveau de développement de ces pays est très différent et très variable. Mais nous avons besoin d'infrastructures avant tout et aussi la coopération au niveau de l'industrie, du développement humain, des technologies de l'information. L'idée, pour le dire rapidement, c'est d'avoir un Sud fort. Ici, vous voyez l'infrastructure dans les différents pays par rapport à la consommation énergétique. Et là, vous voyez que il y a énormément de disparités. L'Inde est le moins développée. Vous voyez là que que l'Allemagne est tellement en avance par rapport à nous. Donc, nous avons besoin d'infrastructures sous toutes les formes. Et cette banque des BRICS donnera de l'argent pour l'infrastructure sans condition. Et c'est magnifique. Parce que nous voulons des routes rurales, nous voulons des connexions avec d'autres pays. Et la Banque mondiale nous dira à coup sûr, non, c'est bon comme c'est, vous n'aurez rien. Et après, ils envoient des experts pour contrôler nos projets, etc. Nous voulons le faire nous-mêmes. Maintenant, la coopération parmi les BRICS sera aussi au niveau du terrorisme, de la cybersécurité, du changement climatique. Nous voulons coopérer en matière de l'utilisation de la force et des relations internationales. Nous sommes tous des membres du groupe des 20 qui s'occupent des questions économiques et financières. Notre région des BRICS est absolument riche en biodiversité et sa base écologique est merveilleuse. Mais en Inde, par exemple, avec les mines, avec les monocultures, nous sommes en train de dévaster cette biodiversité. La même chose se passe en Chine ou au Brésil. Au Brésil, c'est encore le plus important de tout. Mais pour promouvoir le développement durable, nous avons besoin de cette coopération. Nous avons déjà eu des réunions. J'ai été un des délégués à ce forum international où j'ai parlé des problèmes de santé. Vous savez que dans les pays en voie de développement, l'espérance de vie est de 80 ans. Pour nous, c'est de 68. L'éducation, c'est 8 ans d'éducation moyenne et dans les pays développés, c'est de 13 ans. Il y a une énorme disparité des revenus. Avec la coefficient des Gini, il y a aussi énormément de différences. C'est peut-être 0.0 ou 0.9, je n'ai pas les chiffres directement en tête. C'est de 0,49 comparé à 0,31. Nous avons beaucoup de réflexions à mener quant aux meilleures manières de nous réunir avec des locomotives de l'économie. Aussi, le Brésil est très loin de nous, par exemple. C'est tellement loin de l'Inde, de la Chine. Il y a très peu de nous qui même y ont mis les pieds. Donc, comment faire en sorte d'établir les liens, les connexions? Mais à chaque fois que nous nous réunissons, nous avons plein de choses en commun. Nous partageons les points de vue, mais nous devons nous établir comme alternative au monde unipolaire et de créer un monde multipolaire dans lequel la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud dominent. Et Modi a dit, par exemple, que ce n'est pas aujourd'hui qui est important, c'est le futur. Nous aurons notre propre monnaie à un moment donné entre les BRICS. Je ne sais pas laquelle ce sera. Il y aura le Népal aussi qui accepte déjà le yuan. L'Inde fait déjà du commerce en yuan chinois. Et nous avons une très grande pool de ressources. L'Inde a beaucoup de main-d'œuvre avec 1,2 milliard de personnes. La Chine a 1,3 milliard de personnes. Nous avons énormément de ressources humaines.
Nous avons énormément de jeunes. 65% de la population indienne a moins de 35 ans. Nous avons besoin d'emplois, bien sûr, pour ces jeunes. Et la Chine, la population, le problème du vieillissement de la population sera plus grave à l'avenir, mais ce n'est pas le cas de l'Inde. Et leur voix sera entendue dans toutes les institutions internationales, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. Force in the future, and they will be a very important labor force. And actually, this BRICS whole idea is to make South once again. Toute l'idée des BRICS est de rendre le Sud plus fort, comme Helga l'a dit. Petered out or they faded away. On avait beaucoup de mouvements dans le passé, mais peu à peu, ils ont été... ils n'ont rien donné. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle occasion de le faire. Et le commerce sud-sud est déjà très, très important, plus important que nord-sud. Et les BRICS vont continuer à vivre. Ils ne vont pas disparaître. Merci.